De la fenêtre de ma chambre, cette fois au second étage de l'hôtel Lons, j'aurais pu, si je l'avais souhaité, plonger directement dans l'Ariège, dont les eaux luisantes et sombres, moins bouillonnantes qu'à Saint-Giron celles du Salat, supportaient un nombre important de canards et moindre de cormorans. En fait, la vue de ma chambre embrassait au moins 3 biotopes différents, superposés comme ils auraient pu l'être à une échelle réduite dans la vitrine d'un musée. La rivière et la berge, biotope des poissons et des oiseaux aquatiques, sans parler des créatures dont la taille ne me permettait pas de les observer de ma fenêtre, puis 2 étages du biotope de l'homme, sous l'espèce d'une voie ferrée longeant de si près la rivière qu'on pouvait sans difficulté l'imaginer submergée, puis d'une route surplombant de quelques mètres la précédente et des maisons bordant cette route du côté opposé, enfin d'une pente boisée, abrupte, qui se dressait sitôt passée cette mince rangée de maisons, sombre dans la nuit et à peine moins dans la journée parce que dénudée en cette saison, mais d'où émanait tout de même, avant le lever du jour et avant le réveil des voitures, assez de chants d'oiseaux, de merles en particulier, pour qu'on pût l'envisager comme le biotope de ces derniers. Et chaque matin, même si ce ne fut qu'à 3 reprises, j'empruntais le même chemin pour me rendre aux archives, et arrivé à mi-pente de l'avenue Lacanal, j'étais témoin du phénomène solaire décrit dans les pages précédentes. Quant à l'affaire Cabrero, elle progressait au rythme de mon décryptage des documents, dont beaucoup étaient des comptes rendus d'audition retranscrits à la main sur de minces feuilles de papier pelure d'un maniement délicat, contenus dans la boîte à laquelle je n'avais pu accéder qu'après plusieurs mois d'attente, et dont je constatais avec dépit que si elle contenait beaucoup de documents originaux sur l'instruction de cette affaire, elle n'en contenait presque aucun relatif au procès lui-même. Soit que la plupart de ces documents se fussent égarés, soit que le quidam, la famille ou l'institution qui avait obtenu la mise sous embargo pour une durée d'1 siècle eût fait disparaître certaines pièces afin de ne courir aucun risque qu'elles soient reproduites ou divulguées. Des premières séquences de l'instruction émergeait la figure de Rosie Henriette, 47 ans, sans profession, désignée généralement comme la veuve Courdil. Bien que les intéressés semblent n'en avoir conservé aucun souvenir, c'est elle, en compagnie d'un résistant espagnol du nom de Julio Morchón, qui les accompagne discrètement le soir de leur départ de Toulouse, dans le train à destination du SA. Et arrivé là, c'est encore chez elle que Jacques Grumbach se serait délesté d'une partie de son bagage et aurait tenté de se renseigner sur les difficultés de la marche à venir. Mais ce qui importe surtout dans le témoignage de la veuve Courdil, outre qu'elle nomme les 2 guides, Lazare Cabrero Monclus et Valeriano Tralero, ayant accompagné le départ de cette marche, c'est qu'elle désigne le premier, indirectement, comme le meurtrier de Grumbach. En effet, elle prétend avoir surpris une conversation entre Julio Morchón et Lazare Cabrero, une fois celui-ci de retour à USA, dans laquelle le second aurait déclaré avoir dû piquer un des marcheurs qui ne pouvait plus avancer, Morchón l'accusant alors de n'avoir tué ce client que pour le dépouiller. Il convient de noter qu'en même temps qu'elle rapporte cette conversation, au contenu accablant pour Cabrero, la veuve Courdil avalise par avance l'argument dont celui-ci usera jusqu'au bout pour justifier son geste, soit la nécessité d'éliminer le traînard afin qu'il ne risque pas, tombant aux mains de l'ennemi, de livrer des informations compromettant le reste de la colonne et tout le réseau d'évasion.